Donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter les modalités dans le contexte du Maastricht 3 de l'arrêt thérapeutique. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des modalités peut-être particulières. Je dirais que en fait rien ne change et tout change dans le cadre du Maastricht 3 concernant ces modalités. Lien d'intérêt, je suis médecin réanimateur, mais aussi je suis médecin de la coordination de Nantes et du CHD, donc j'ai un lien d'intérêt sur les prélèvements d'organes. Je vais illustrer mes propos à partir d'un cas clinique d'un patient âgé de 34 ans qui a été retrouvé par sa compagne pendu en arrêt cardio-respiratoire chez un patient qui avait des antécédents d'éthylisme chronique avec de nombreuses cures de sevrage, un tabagisme actif. Donc après une certaine durée de réanimation, il y a une activité circulatoire efficace qui est reprise et le patient est admis en réanimation. Au bout de 5 jours de réanimation, il persiste une encéphalopathie myoclonique, malgré un traitement médical bien conduit. Et il est discuté et décidé d'un arrêt des traitements de réanimation. Et dans ce cadre-là est évoqué un prélèvement d'organes. Alors, quand est-ce qu'on peut discuter du don d'organes chez les patients? Alors, d'abord, il y a les dons du vivant, ça on sort du contexte. Il y a les dons donc après la mort. Les dons après la mort, ça comprend l'état de mort encéphalique, donc ça c'est généralement bien connu des réanimateurs. Avec les donneurs dits idéaux, c'était le sujet jeune de 20 ans qui faisait un accident de la route et qui passait en mort encéphalique. Et puis les donneurs maintenant à critères élargis depuis déjà un certain nombre d'années, c'est les accidents par exemple vasculaires hémorragiques à 70 ans, hypertendus. Et puis il y a les dons après la mort à la suite d'un arrêt circulatoire. Et donc, dans ces dons à la suite d'un arrêt circulatoire, il y a eu des catégories qui ont été mises, donc c'est ce qu'on appelle la catégorie de Maastricht, qui ont classé ces arrêts circulatoires, parce qu'ils peuvent survenir dans des contextes différents. Le premier, les 1 et 2, on parlera surtout du 2 parce que c'est ce qui est fait aussi en France, c'est des arrêts circulatoires dits inopinés ou non contrôlés. C'est l'arrêt circulatoire devant le proche, à domicile, etc., d'un patient sur par exemple un infarctus, et qui n'est pas récupéré malgré une réanimation, et donc il est décidé un arrêt de soins dans ce contexte-là. Et puis il y a les arrêts cardiaques les arrêts circulatoires type Maastricht 3, où là, ils font suite à une décision d'arrêt des traitements en réanimation. Donc, arrêt des thérapeutiques actives en réanimation, la ventilation, les amines, etc. Et ça peut être source de donneurs. Alors en France, il ne faut pas oublier que le DDAC, donc les donneurs décédés en arrêt circulatoire, est autorisé depuis 2005 dans un texte qui avait été qui rappelait que la source principale des donneurs, ça restait la mort encéphalique, puisque là, il y avait une ventilation mécanique qui était conservée et hémodynamique, mais que dans certains cas, il pouvait être pratiqué sur des personnes décédées présentant un arrêt circulatoire et respiratoire persistant. Et il était ajouté à cela que c'était possible selon le respect de protocoles édictés par l'Agence de la médecine, et donc dans des situations très particulières. Et dans ces situations très particulières, ils avaient exclu le DDAC type M3. Ils n'avaient retenu que le DDAC type Maastricht 2. Et donc, il y a eu toute une réflexion éthique à partir de cette période-là pour essayer d'étendre les donneurs au contexte Maastricht 3. Et donc, il y a eu un avis du Comité consultatif national d'éthique en avril 2011. Les comités d'éthique de l'ASFAR et de la SRLF ont été requis et ont donné des principes éthiques que je vais rappeler plus tard. Et puis, il y a un rapport de l'OPEX en 2013 qui a dit que ce serait bien d'étendre les donneurs au contexte Maastricht 3 parce que ça permettait d'augmenter les donneurs potentiels et donc de diminuer la pénurie d'organes. Et donc, quelles ont été les conditions éthiques de réalisation de ce type de prélèvement, type Maastricht 3? Et donc, les comités d'éthique se sont accordés pour dire qu'il fallait qu'il y ait une prééminence de l'accompagnement de la fin de vie sur l'obtention d'organes. Donc avant tout, c'est l'accompagnement d'une fin de vie et non pas un prélèvement d'organes. Que pour l'équipe soignante, devait faire comme si le M3 n'existait pas. Et donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu une fiction, mais voilà, c'est ce qui était dit, même s'il s'agissait d'une fiction, car elle constitue un garde-fou éthique
important contre un tout débordement. Car la peur, entre guillemets, c'était qu'on réalise une latte dans le but essentiel d'obtenir les organes, et non pas de faire un accompagnement de fin de vie. Et donc, devait s'imposer aux équipes soignantes ce respect scrupuleux de la disjonction entre deux temporalités bien distinctes, celle du laisser mourir et celle des opérations effectuées au vu d'un prélèvement post-mortem. C'est-à-dire qu'en résumé, il y avait une équipe, ou en termes temporels, il y a une équipe qui s'occupe du laisser mourir et une équipe qui s'occupe du prélèvement d'organes. Donc ces conditions de réalisation, ça c'était au sein des équipes soignantes, elles doivent aussi respecter au niveau institutionnel certaines conditions. Tous les établissements de santé ne peuvent pas faire des prélèvements type Maastricht 3 parce que les centres doivent respecter certaines conditions. Et ces conditions, c'est que d'abord, pour les centres, il faut d'abord avoir une réanimation, d'abord, qui est autorisée au prélèvement multi-organes, être expérimenté dans le cadre de ces prélèvements en mort encéphalique, et notamment donc avoir une coordination hospitalière structurée au sein de l'établissement, qu'il faut que les professionnels impliqués dans le prélèvement soient d'accord, et que même les autorités, la direction hospitalière, la CME, soient d'accord avec cela. Qu'il y ait des protocoles de soins rédigés et clairement établis au sein de l'établissement et du service de prise en charge, notamment des protocoles doivent être écrits sur la prise en charge et les décisions des limitations et arrêts de traitement en réanimation. Et enfin, il y avait un accord donc, qui doit être signé auprès de l'Agence de la biomédecine, de respecter évidemment les conditions du protocole et de transmettre à l'Agence de la biomédecine tous les éléments en temps réel de décision. Donc, à partir de ces conditions-là, quelles sont donc les modalités, je dirais, de l'arrêt de traitement dans le contexte du Maastricht 3 ? Et c'est là où je dis rien ne change. C'est-à-dire que la décision de l'arrêt de traitement, elle est la même que pour un patient dans l'état d'une personne en ne pouvant pas exprimer sa volonté. Donc là, ça fait partie de ce qu'on appelle donc de la procédure collégiale, qui vient de vous être présentée. Donc il faut consulter les directives anticipées, la personne de confiance ou les proches. Et donc dans le cadre de notre cas clinique, les proches nous ont informé qu'un état post-circulationnel ou végétatif n'aurait pas été acceptable aux yeux du patient. Enfin, il faut un avis donc motivé d'un consultant extérieur. Dans le cadre de pour le cas clinique, chez nous, ce sont les neurologues. Et donc, ils sont venus le voir au 5e jour, même s'ils avaient déjà eu des avis sur des faits des EEG, donc, où ils ont établi que le coma post-anoxique évoluant depuis quelques jours avec critères de mauvais pronostic, aucun signe de réveil, perte des réflexes du tronc cérébral, il lui restait la ventilation spontanée, récidive de l'état de mal épileptique malgré l'augmentation des thérapeutiques, absence d'arguments, et donc ça c'est le neurologue qui met ça, c'est absence d'arguments neurologiques contre une décision de limitation des soins. On en a donc informé les proches qui adhèrent à cette décision, et donc il y a une inscription des avis et motifs de décision dans le dossier médical du patient, et il est discuté avec les proches des modalités d'arrêt des traitements. Donc les proches sont consultés, il y a une mise en œuvre donc de l'arrêt des traitements, il est discuté de cet arrêt des traitements. Et ça, la discussion a lieu avec le médecin réanimateur en charge du patient, et notamment des modalités, c'est qu'est-ce que l'on va faire pour faire l'arrêt des traitements, interruption des traitements de suppléance vitale, traitement de confort selon les protocoles du service, mise en place d'une sédation profonde et continue, et puis accompagnement des proches. Donc c'est là, donc rien ne change, et c'est là où tout change. Car dans le cadre du Maastricht 3, il faut rechercher l'opposition aux dons d'organes. Donc c'est une étape supplémentaire qui apparaît, et donc un entretien supplémentaire qui apparaît avec la famille. Donc après la discussion de la latte, on doit avoir un entretien avec les proches, en présence de la coordination hospitalière et donc de l'équipe soignante en charge du patient. Et donc il y a une information sur la possibilité du don d'organes, et donc il y a un recueil de l'opposition du patient. Donc en fait, on recherche un témoignage de l'opposition du patient auprès des proches.
Et donc là, les proches nous disent, ont exprimé le fait que le patient aurait souhaité pouvoir donner ses organes en cas d'évolution défavorable. Donc il y avait une recherche d'opposition qui était donc négative, donc la possibilité d'aller vers un prélèvement d'organes. Donc il y a une information complète sur la procédure qui est réalisée auprès des proches. Ce qui change aussi, c'est que pour réaliser cette procédure, il faut vérifier que le donneur est prélevable. Donc il y a un certain nombre d'actes en vue du prélèvement qui doivent être réalisés, comprenant un scanner thoraco-abdominopelvien en général, s'il n'a pas déjà été fait, des typages HLA, les sérologies. Et donc dans notre cas, dans notre cas, les examens sont réalisés la veille de l'arrêt des traitements, à la recherche de l'absence de contre-indication. Et pour notre cas, on dit à la famille nous avait posé la question quels organes étaient prélevables. Dans notre centre, il n'y avait que les reins, mais dans le cadre du Maastricht 3, on peut prélever éventuellement le foie, le poumon, voire le pancréas, voire le cœur pour certains pays. Ensuite, il y a un cathétérisme artériel et veineux qui doit être posé, car c'est nécessaire à la procédure Maastricht 3, dont je vais parler ultérieurement. Donc c'est des désilés qui sont posés en artériel et en fémoraux la veille de l'arrêt des traitements. Donc la mise en œuvre de la LAT qui est réalisée, donc on détermine avec les proches la date et l'heure de l'arrêt des traitements et selon aussi l'organisation locale en vue d'un prélèvement. Donc la LAT a eu lieu le lendemain de la décision d'arrêt des traitements à 8h30 en présence des proches. Et donc il y a une sédation qui est profonde et continue qui avait été mise en place la veille de l'arrêt des traitements. Le lieu de l'arrêt des traitements a eu lieu en réanimation, mais ça n'est pas obligatoire. Je pense que c'est préférable que ça ait lieu dans le service de réanimation pour l'accompagnement des proches. Et ensuite, on doit faire un arrêt des suppléances d'organes, et notamment, il est privilégié l'extubation à la simple déventilation ou l'eau-ventilation. Tout ça, ça a été fait en présence des proches. Et donc là, c'est un résumé rapide de la procédure, où là, la partie haute, c'est l'équipe de réanimation qui s'en occupe, c'est la mise en œuvre de la LAT. Une fois que l'arrêt circulatoire est constaté avec la période de no-touch de 5 minutes, déclaration de décès, qui est faite par le médecin réanimateur. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle l'équipe de coordination, qui sont les maîtres du temps, car pour pouvoir aller à un prélèvement d'organes, il faut respecter certains délais, notamment la phase agonique inférieure à 3 heures, la phase d'ischémie chaude fonctionnelle, donc c'est quand la PAM est inférieure à 45 mm de mercure, on fait sortir la famille car le décès survient rapidement dans les 5 à 10 minutes, pour pouvoir aller à ce qu'on appelle à la cannulation, à la circulation régionale normothermique, nécessaire à la procédure, notamment dans le cas d'un prélèvement hépatique. Et donc, cette CRN, c'est là où on voit qu'il y a une technicisation après le décès du patient. On est obligé donc de monter de ce qu'on appelle des canules, une canule artérielle, une canule veineuse, et une sonde de Fogarty qui occlut la circulation thoracique et qui permet donc de faire tourner une circulation régionale normothermique qu'au sein seulement de l'étage abdominal pour reperfuser le rein, le foie, le pancréas. Donc c'est une ECMO, tout simplement. Donc en conclusion, les critères de décision de l'arrêt de traitement sont les mêmes, qu'il y ait prélèvement ou pas. Je dirais que seule la mise en œuvre de la LAT est modifiée dans sa temporalité et par les actes nécessaires au prélèvement, que ce soit l'examen paraclinique, circulation régionale normothermique. Je vous remercie.